Il est 19 h à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le titre de votre journal. Quelle politique à long terme pour l'occupation spéciale de Kinshasa face à la croissance démographique? Tel a été le thème exposé par le ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Luando Mboyo, ce mercredi 11 septembre 2024, lors du 3e jour de la 8e édition du Salon de développement Expo Béton au centre financier de Kinshasa. C'était une occasion pour le patron de l'Aménagement du Territoire de donner des pistes et des solutions pour faire face à la croissance démographique que connaît la ville-province de Kinshasa. La première ministre Judith Suminwa a rencontré le mardi 10 septembre 2024 le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Leurs échanges ont tourné entre autres autour du projet de loi de finances pour l'exercice 2025 et de la reddition des comptes pour l'exercice 2024, voire le projet de loi rectificatif. Au sortir de la salle d'audience, Judith Suminwa a indiqué à la presse que le dépôt du dit projet sera fait dans les délais. Le 11 septembre 2001, l'Amérique avait subi 4 attaques perpétrées par les membres du réseau djihadiste islamiste Al-Qaïda. Ce mercredi marque les 23 ans de ces attentats qui ont fait près de 3000 morts et plus de 6000 blessés. Cette année, la cérémonie commémorative a connu la présence du président américain Joe Biden, la vice-présidente Kamala Harris et l'ancien président américain Donald Trump. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est en marge de la rentrée parlementaire que la première ministre Judith Suminwa, accompagnée du ministre des Finances, s'y sont entretenus avec le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, au Palais du Peuple le mardi 10 septembre 2024. Au menu de cette rencontre pour cette session budgétaire, c'est de le rassurer du dépôt de projet de la loi des finances exercice 2025 dans les délais constitutionnels. Ranta, lui, est là pour le commentaire. Les deux chambres du Parlement reprennent service ce lundi 16 septembre 2024 pour une session essentiellement budgétaire. C'est dans ce cadre que le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a reçu le mardi 10 septembre la première ministre Judith Suminwa, qu'accompagnait le ministre des Finances Doudou Fwamba et le vice-ministre du Budget Élisée Bokoumouana. Leurs échanges ont tourné autour du processus budgétaire, notamment le projet de loi de finances exercice 2025, le projet de loi portant reddition de comptes exercice 2024 et le projet de loi rectificatif exercice 2024. À en croire la première ministre, rien ne peut empêcher le dépôt du projet de budget 2025 dans le délai constitutionnel. Elle a fait savoir que la contrainte temps n'a pas eu d'incidence sur la qualité du travail qui sera bientôt déposé au Parlement. Nous sommes à la veille de la rentrée parlementaire et donc il était important de pouvoir échanger avec l'honorable président de l'Assemblée nationale par rapport à un certain nombre de sujets. Vous savez très bien que cette rentrée parlementaire, elle sera budgétaire et donc il était important de pouvoir échanger par rapport au processus budgétaire. On va bientôt, en respectant les prescrits de la LOFIP, venir déposer le projet de loi des finances pour 2025. En même temps, il va y avoir le projet de loi pour la reddition des comptes ainsi que le projet de loi rectificative pour l'exercice 2024. Donc tout ça, ça a été les sujets de conversation que nous avons pu avoir avec l'honorable président ainsi que l'honorable questeur. Nous avons été investis sur base d'un programme d'action du gouvernement qui a été validé ici au niveau de l'Assemblée nationale et donc partant de là, le travail a commencé et pour la loi rectificative, pour la reddition des comptes aussi et aussi pour le projet de loi de finances pour 2025. Donc disons que il faut féliciter les équipes qui ont travaillé sur ça, les experts au niveau du budget, des finances, mais aussi du plan, puisqu'il y a toute la partie macroéconomique. Et ils ont fait un travail de titan en 2 mois et demi. À cela s'ajoutent tous les échanges au niveau des conférences budgétaires. Et aujourd'hui, nous avons d'ailleurs lundi
eu un conseil des ministres extraordinaire pour pouvoir valider au niveau du conseil des ministres avec le chef de l'État les 3 projets de loi. La chef du gouvernement a rappelé que les 3 projets de loi ont été validés lors de la réunion du conseil des ministres extraordinaire du lundi 9 septembre 2024. Et après le lancement de la 8e édition de l'Expo Béton, le président de la République, Félix Tshisekedi, a visité des stands des différents exposants le mardi 10 septembre 2024, où il a salué le projet de la Sokeriko et des étudiants de l'Institut d'architecture de l'urbanisme ISAU en sigle. Un reportage de Meshak Lofaka et Vitempanzo. Après le lancement de la 8e édition de l'Expo Béton, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité les stands d'exposition des experts, sociétés et étudiants des universités de Kinshasa qui ont présenté leurs projets visant à améliorer l'aménagement de la vie de Kinshasa. Parmi les exposants, Madame Mélissa Boaboa, agent de Sekiriko, a mis en avant l'importance de leurs projets et la mission de leur société. Nous sommes venus aujourd'hui à Expo Béton pour présenter et montrer ce que nous faisons comme activité. Sekiriko a commencé depuis 2015. Nous avons plusieurs projets que nous avons réalisés. Notamment, je peux donner l'exemple du nouveau bâtiment de la DGI qui a été construit sur le boulevard du 30 juin. Nous avons des appartements de Ouane, nous avons des appartements en Mango qui ont été construits et nous construisons aussi de nous-mêmes et nous vendons aussi. Donc nous pouvons aussi construire pour les particuliers selon les demandes. Nous faisons vraiment un très bon travail. Je ne parlerai pas beaucoup, mais ce sont nos autres qui pourront parler. Nous avons tout un tas de projets qui montrent la confiance que vous pouvez nous accorder concernant vos projets immobiliers. Nos finitions sont de qualité, nos modes de paiement aussi, très bons modes de paiement. Nos constructions sont adéquates, ce sont des produits de luxe que vous ne pourrez pas retrouver ailleurs et nous savons faire la différence pour satisfaire nos clients. De l'autre côté, Mardi Ilunga Lofaka, président des étudiants de l'Institut d'architecture et de l'urbanisme, a présenté un projet innovant et démontrant comment celui-ci pourrait contribuer au développement de Kinshasa. Nous sommes venus présenter ou exhiber les efforts des étudiants, c'est-à-dire les travaux, les projets, maquettes, conception, plans que les étudiants fournissent dans ces salons, étant donné que le fruit que les étudiants donnent ou soit produisent partent du même sens que la thématique abordée dans ces grands salons Expo Béton. Nous avions amené beaucoup de projets, notamment nous avions un immeuble appartement ABC, nous avions une maison en bande et puis en cascade, nous avions le tour qu'on a présenté aux différentes planches qui sont là, et y compris notre projet des villas. Il faut vraiment venir expérimenter l'expertise des étudiants, puisque nous sommes les futurs gestionnaires des espaces. Alors on a vraiment besoin que vous nous épaulez dans tout ce qu'on va faire, dans tout ce que nous entreprenons, étant étudiants et futurs cadres de ces pays. Le président de la République a salué les initiatives et la vision des différents participants. Il a souligné l'importance de ces projets pour l'avenir de la vie de Kinshasa. Notons, l'objectif principal de cette activité est de doter Kinshasa d'un plan urbanisme respectant des normes environnementales, favorisant ainsi une cohabitation pacifique entre les populations et les autorités. Et quelle politique à long terme pour l'occupation spatiale de la ville de Kinshasa face aux défis de la croissance démographique? Tel a été le terme exposé par le ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Loandomboyo, au cours du 3e jour de la 8e édition de l'Expo Béton ce mercredi 11 septembre 2024 au centre financier de Kinshasa. Meshak Lofaka et Vitempanzo une fois de plus. Lors de la 3e journée de la 8e édition de l'Expo Béton, tenue ce mercredi 11 septembre 2024 au centre financier de Kinshasa, le ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Loandomboyo, a présenté des pistes de solutions pour lutter contre les défis urbains auxquels la ville de Kinshasa est confrontée. Dans son intervention, Guy Loandomboyo a mis en lumière plusieurs problèmes majeurs qui affectent l'urbanisme de Kinshasa, notamment la mauvaise construction, le manque d'études préalables au lieu de construction. Ces problèmes contribuent à une croissance désordonnée de la ville, entraînant des difficultés en matière de logement, de transport et de services publics. Les constructions qui sont faites actuellement sur la ville province de Kinshasa. Je vous ai dit, j'étais dans le plateau des professeurs. J'ai échangé avec eux.
Je dis, vous qui avez construit cette maison, est-ce que vous vous êtes posé la question si la qualité du sol où vous êtes, cette terre est en mesure de recevoir une construction ou pas? Et quel type de construction? Ils n'ont pas signé le point. Donc, chaque espace physique de notre pays, ce n'est pas forcément pour faire des projets immobiliers. Pas forcément. C'est là où je vous ai dit que nous, comme ministère de l'Aménagement, dans le cadre de la planification, quand nous affectons, nous déterminons pour dire que cet espace, c'est pour les activités agricoles. Mais nous n'allons pas affecter cet espace aux activités agricoles sans que nous ayons fait d'abord une étude au préalable. Je vous l'ai dit ici, il y a une étude qui venait d'être finalisée. Ça nous a pris 2 ans sur le potentiel agricole de notre pays. Donc nous avons aujourd'hui une cartographie avec un zonage clair des endroits où on peut ou ne pas faire l'agriculture. Ce qui fait que si vous allez aux affaires foncières, parce que si l'espace relève du domaine foncier privé de l'État, vous pouvez signer un contrat de location, on vous délivre un certificat d'enregistrement, comme tout Congolais correct, vous dites je vais aller à l'urbanisme pour obtenir mon permis de construire, les guichets uniques que vous recevez, vous payez les droits qui sont liés à l'État. Mais cet endroit n'est pas appelé à recevoir des constructions. L'Expo Béton continue d'être une plateforme importante pour discuter des défis et des opportunités liées à l'urbanisme et à la construction en République démocratique du Congo. Les interventions comme celle de Guy Luandomboyo sont essentielles pour orienter les politiques publiques et les actions concrètes envers un développement urbain harmonieux. Et ouverture le mardi 10 septembre 2024 à Kinshasa du forum de validation de la politique nationale du tourisme. L'objectif est de mobiliser toutes les parties prenantes du secteur du tourisme pour l'augmentation des investissements dans les infrastructures, les sites et activités susceptibles de booster le tourisme en République démocratique du Congo. Ces assises ont été ouvertes par le vice-premier ministre chargé de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, qui a représenté la première ministre empêchée. Le gouvernement a promis d'encourager la promotion de l'industrie touristique, pilier du développement durable. Des détails avec Vini Gali Junior. Plusieurs acteurs du secteur du tourisme et les partenaires sont réunis pour réfléchir sur la promotion du tourisme en RDC. Pendant 3 jours, soit du 10 au 12 de ces mois, les participants à ces forums ont la mission de doter au pays de mécanismes efficaces en vue de rendre ces secteurs plus attractifs et contribuer au développement du pays. L'objectif majeur de ces assises est de fédérer les énergies des différentes parties prenantes de la chaîne de valeur du tourisme en vue de réfléchir et de mettre en place les mécanismes d'enrichissement et de validation de la politique nationale du tourisme telle que prévue par la loi. Se basant sur la vision du gouvernement, la politique nationale du tourisme, objet des présentes assises, se donne comme ambition de créer un cadre stratégique d'orientation pour l'accroissement des investissements touristiques, notamment l'augmentation des capacités d'hébergement de plus de 30 hôtels de la gamme de 3 étoiles à 5 étoiles, totalisant environ 30 lits d'ici 2030. Le ministère du Tourisme reconnaît que le défi à relever dans ces secteurs est immense, mais l'horizon est prometteur. Il est conscient que le tourisme placé au cœur de priorités nationales pourrait non seulement diversifier son économie, mais créer de milliers d'emplois et promouvoir un développement durable. C'est ainsi que le gouvernement, à travers le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, promet d'encourager l'ensemble du secteur du tourisme pour promouvoir l'industrie du tourisme. Le gouvernement de la République veillera à ce que ces ministères ainsi que l'ensemble des acteurs du secteur bénéficient de toute la collaboration voulue en vue du relèvement dans notre pays et considérée à juste titre comme l'une des toutes premières sources de développement économique et financier des nations.
externes du secteur du tourisme qui l'impactent suffisamment puissent s'engager dans une franche et efficace collaboration avec lui. La République démocratique du Congo est un pays potentiellement riche en ressources naturelles, humaines et culturelles. Mais ces ressources ne sont pas valorisées pour rendre le secteur du tourisme beaucoup plus compétitif comme dans d'autres pays du monde. Les travaux de ces forums de 3 jours vont permettre aux participants de trouver des solutions à certains obstacles au développement du tourisme en République démocratique du Congo. Et de son côté, le gouverneur de la province du Sud-Kivu, Jean-Jacques Purusi, a relevé de ses fonctions Dorothée Nganiza Masirika, ministre provinciale en charge des finances, de l'économie, de l'industrie, du commerce, de l'entrepreneuriat et de la fonction publique pour des fautes graves. Il lui est reproché d'avoir demandé un prêt auprès d'une banque sans l'aval du gouvernement provincial et d'avoir permis la reprise des activités à 2 sociétés minières à Fizi. Suivez. C'est dans un arrêté provincial daté du 9 septembre que cette mesure a été prise. Pour le gouverneur Jean-Jacques Purusi, Madame Masirika Nganiza Dorothée a posé des actes coupables, répréhensibles et préjudiciables de nature à ternir l'image et la crédibilité du gouvernement provincial du Sud-Kivu. Le prêt sollicité est de 5 millions de dollars américains au nom de la province sans que l'autorité provinciale ni l'Assemblée provinciale, moins encore le Conseil des ministres ne soient préalablement informé. Il a autorisé la reprise des activités au profit de 2 sociétés minières opérant à Fizi à la suite des paiements insignifiants dans la caisse de la province, court-circuitant ainsi les compétences et les efforts du groupe d'experts ad hoc constitué à cet effet par le gouvernement provincial, dit cet arrêté. Au-delà de ces griefs, d'autres également s'ajoutent, notamment le retard dans la mise en place des mesures draconiennes visant à supprimer et à réduire les tracasseries et la taxation en défaveur des petits vendeurs et commerçants, ainsi que des mécanismes d'éradication des pratiques frauduleuses qui favorisent l'évasion fiscale. Des actions qui ont poussé à la révocation de la ministre qui n'a duré que 2 mois et quelques jours dans le gouvernement provincial. Cette révocation est intervenue au lendemain d'un meeting de redevabilité tenu au stade de la Concorde par le gouverneur de province Jean-Jacques Purusi. Le chef de l'exécutif provincial avait annoncé des sanctions contre tous ceux qui se compromettraient dans son équipe. Au Sud-Kivu, alors qu'elle était chef de division chargée du recouvrement à la direction provinciale de mobilisation et d'encadrement de recettes, Dorothée Masirika avait été révoquée par le gouverneur Théo Ngwabidje pour avoir exercé une activité commerciale, en l'espèce le commerce du ciment, alors que cela lui était strictement interdit en sa qualité d'agent public de l'État et chef de division chargé de recouvrement à la direction provinciale de mobilisation et d'encadrement des recettes en juillet 2020. Elle était également accusée de faire usage d'une déclaration d'origine inconnue, minorant la qualité de ciment importé par rapport à celle renseignée dans la déclaration délivrée par l'administration douanière rwandaise, dans le but de se procurer les avantages illicites. Changeons de chapitre à présent. Le mouvement citoyen Lutte pour le changement, Lucha en sigle, a exprimé dans une déclaration le mardi 10 septembre 2024 son souhait de participer aux commissions d'enquête mixte sur la récente tentative d'évasion à la prison centrale de Makala, dont la répression a fait plus de 130 morts. Ces demandes interviennent après que le président Félix Tshisekedi a enjoint lors du dernier Conseil des ministres au VPM de l'Intérieur et au ministre d'État à la Justice de lui soumettre en déant une semaine des conclusions de l'enquête en cours qui devraient déterminer les causes exactes de cet incident. Diane Bonga nous en dit plus.
Nous saluons l'implication du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et de la société civile dans les processus d'enquête par les autorités du pays, décision prise au récent Conseil du ministre élargi. La Lucha souhaite être également associée à ces enquêtes afin d'assurer un suivi rigoureux, pertinent et responsable de ces dossiers. Nous plaçons notre participation à cette commission mixte sous le signe de la garantie de la transparence du processus. Ensemble, avec d'autres parties prenantes, nous veillerons à ce que les victimes obtiennent justice et réparation selon la Lucha. Par ailleurs, cette organisation de la société civile souligne que ces derniers drames à Makala s'inscrivent dans un cycle de violence qui touche la prison depuis 2017. Le carnage récent de septembre 2024 n'est qu'une réitération des violences récurrentes à Makala, accentuées par des conditions de vie dégradantes et l'usage excessif de la force par les autorités pénitentiaires. Cette prison est devenue un lieu de souffrance et d'abandon où les droits humains des détenus sont systématiquement bafoués, poursuit la Lucha dans sa déclaration. Pour la Lucha, le manque de mesures efficaces pour améliorer la situation des détenus s'explique principalement par une absence de volonté politique et des visions de la part des autorités. Ces derniers semblent souvent accaparés par d'autres priorités, négligeant les réformes nécessaires dans le système carcéral. Face à cette crise, les gouvernements, avec au premier rang Félix Tshisekedi, a ordonné une enquête approfondie pour déterminer les causes et les responsabilités de cet incident impliquant des éléments d'insurrection orchestrés de l'extérieur avec des complicités internes. Alors que la thèse d'une simple évasion est remise en question, les gouvernements appellent à une vigilance accrue face aux tentatives de déstabilisation. Parlons à présent santé dans ce journal. La province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, a réceptionné le mardi 10 septembre 2024 un lot des médicaments pour faire face à l'augmentation des cas de variole de singe. Ces dotations sont destinées au renforcement de la prise en charge des cas de cette maladie. Ces fournitures comprennent des équipements de protection individuelle, des tentes, des traitements et d'autres fournitures médicales pour couvrir les soins cliniques des 16 800 personnes pendant 3 mois. Suivez. Constitué de 254 cartons, notamment des kits médicaux et des kits de protection individuelle contre les infections, ces dotations est pour renforcer la riposte contre cette épidémie dans la province du Nord Kivu. C'est le chef de division provinciale de la santé, Gaston Lubambo, qui a remis ce lot au gouverneur militaire de la province, Peter Chirimwami, à Goma, chef-lieu de la province. La province du Nord Kivu a déjà enregistré 234 cas confirmés de Mpox avec 0 décès depuis le début de l'épidémie. La réception officielle d'une dotation d'un lot important de médicaments, de prise en charge des cas confirmés de monkeypox au niveau de la province du Nord Kivu. La quantité, d'abord sur le plan quantification, est de 254 cartons répartis en 2 types de kits de médicaments. Il y a les kits médicaux, il y a aussi les kits PCI. PCI, c'est la protection contre les infections. Donc vous comprenez que de ce côté, c'est quand même un privilège pour la province du Nord Kivu de pouvoir bénéficier de cette dotation. C'est parce que ça va permettre une prise en charge adéquate au niveau des différentes structures, des établissements, des soins de santé dans les zones de santé qui sont déjà touchées par cette épidémie.
Le Nord Kivu est l'une des provinces parmi tant d'autres touchées par l'épidémie de la variole de singe. Dans l'autre temps, le pays vient de réceptionner un deuxième lot de 50 000 vaccins en provenance des USA. À noter que d'après le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, Roger Kamba, ce sont les provinces les plus touchées par cette maladie, notamment le Sud Kivu, le Nord Kivu, la Chopo, l'Équateur, le Nord Ubangi, la Chouapa, la Mongala, le Sankuru, le Congo central, ainsi que le Grand Bandundu et Kinshasa qui seront prioritaires dans la distribution des vaccins. Et restons toujours dans le même chapitre à l'occasion de la dernière réunion tenue par le ministre provincial de la Santé, Joseph Sambi Boulanda, élargie aux partenaires de la santé dans l'Organisation mondiale de la santé. 47 cas ont été notifiés et aucun cas n'a été positif. La province du Haut-Katanga n'a toujours pas de cas positifs confirmés de l'épidémie de la variole de singe. Suivez. La province du Haut-Katanga n'a toujours pas de cas positifs confirmés de l'épidémie de la variole de singe. À l'occasion de la dernière réunion tenue par le ministre provincial de la Santé, Joseph Sambi Boulanda, élargie aux partenaires de la santé dans l'Organisation mondiale de la santé. 47 cas ont été notifiés et aucun n'a été positif. Concernant la surveillance épidémiologique, la province du Haut-Katanga, 47 cas suspects répartis en 15 zones de santé urbain et rural. 0 cas positifs jusqu'à ce jour. Nous poursuivons la notification des cas et le prélèvement des échantillons. Les points d'entrée sont intégrés dans les testings pour contrôler le trafic transfrontalier, explique le docteur Kaila Thérèse, médecin inspecteur provincial dans les Haut-Katanga. Elle a, dans sa mise au point après la rencontre mardi à Lubumbashi, précisé que le gouvernement provincial rassure la population sur la gratuité de la prise en charge des cas suspects ainsi que d'éventuels cas positifs. Auparavant, le gouvernement provincial du Haut-Katanga s'était clairement exprimé sur le risque que court cette partie du sud-est à la suite de la proximité avec certaines provinces qui sont déjà touchées par l'épidémie de variole des singes. La sensibilisation se poursuit à travers les différentes zones de santé, selon le docteur Thérèse Kaila, médecin inspecteur provincial de la santé. L'actualité, c'est aussi en dehors des frontières de la RDC. C'était attendu comme l'événement majeur de la course à la Maison-Blanche, Donald Trump et Kamala Harris face à face pour le premier débat de campagne. Il a eu lieu le mardi à Philadelphie. Immigration, économie, avortement et autres étaient au menu de cet échange. À la fin de ces débats, Kamala Harris est allée galvaniser ses supporters. Regardez. Immigration, économie, avortement et autres étaient au menu de cet échange. À la fin de ces débats, Kamala Harris est allée galvaniser ses supporters. Nous avons du travail à faire parce que, écoutez, nous pensons qu'aujourd'hui est un jour merveilleux. Mais il nous en reste 56, les gars. Nous sommes toujours les outsiders dans cette course. C'est serré. Nous croyons ce que nous sommes, nous croyons au peuple américain. Cette campagne a pour but de rassembler les gens, étant donné que la grande majorité d'entre nous partagent bien plus que nos différences. À 2 mois de l'élection présidentielle, les deux candidats ont exposé leurs visions diamétralement opposées, avec parfois une dose d'allégations qui font débat. Donald Trump affirme, par exemple, que des migrants mangent des chiens et des chats dans une ville de l'Ohio. Je les aime et ils m'aiment aussi. Reste à savoir si les deux prétendants à la succession de Joe Biden auront encore droit à un face-à-face avant le 5 novembre. Reste à savoir si les deux représentants à la succession de Joe Biden auront encore droit à un face-à-face avant le 4 novembre. Et c'était un certain 11 septembre 2001 et aujourd'hui on est le 11 septembre 2024, 23 ans jour pour jour que les États-Unis connaissaient la plus grande attaque terroriste de leur histoire. 2 avions de ligne détournés par des membres d'Al-Qaïda percuté les tours jumelles du World Trade Center à New York alors que 40 minutes plus tard, un 3e appareil ciblait le Pentagone, plongeant tous les pays dans le chaos. Selon le bilan officiel, 2977 personnes ont perdu la vie ce jour-là, faisant de ce dramatique événement l'attentat le plus meurtrier de toute l'humanité. Retour en images sur cette attaque terroriste sans précédent.
Le 11 septembre 2001, l'Amérique subit 4 attaques perpétrées par des membres du réseau djihadiste islamiste Al-Qaïda. Ce mercredi marque le 23 ans de ces attentats qui ont fait près de 3000 morts et plus de 6000 blessés, dont 2977 morts à Manhattan, Arlington en Virginie et Shanksville en Pennsylvanie en moins de 2 heures. Ces événements en tant qu'attentat le plus meurtrier de leur histoire. Depuis, la date du 11 septembre est devenue une journée nationale commémorative renommée en 2009 Patriote Day pour honorer les victimes. Cette année, le président américain Joe Biden, la vice-présidente américaine Kamala Harris et l'ancien président Donald Trump ont assisté à une cérémonie marquant le 23e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 à New York. À ces jours, 1103 victimes n'ont toujours pas pu être identifiées, la dernière identification ayant eu lieu en janvier 2024, lorsque la tour sud puis la tour nord du World Trade Center se sont effondrées après l'attaque. La violence extrême du feu, de l'acier en fusion et des débris a rendu impossible la récupération des traces ADN pour des centaines de victimes. À présent, place au rappel des titres avant de clore complètement ce journal. Quelle politique à long terme pour l'occupation spéciale de Kinshasa face à la croissance démographique? Tel a été le thème exposé par le ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Luando-Mboyo, ce mercredi 11 septembre 2024, lors du 3e jour de la 8e édition du Salon de développement Expo Béton au centre financier de Kinshasa. C'était une occasion pour le patron de l'Aménagement du Territoire de donner des pistes et des solutions pour faire face à la croissance démographique que connaît la ville-province de Kinshasa. La première ministre Judith Suminwa a rencontré le mardi 10 septembre 2024 le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Leurs échanges ont tourné entre autres autour du projet de loi de finances pour l'exercice 2025 et de la reddition des comptes pour l'exercice 2024, voire le projet de loi rectificatif. Au sortir de la salle d'audience, Judith Suminwa a indiqué à la presse que le dépôt du dit projet sera fait dans les délais. Le 11 septembre 2001, l'Amérique avait subi 4 attaques perpétrées par les membres du réseau djihadiste islamiste Al-Qaïda. Ce mercredi marque les 23 ans de ces attentats qui ont fait près de 3000 morts et plus de 6000 blessés. Cette année, la cérémonie commémorative a connu la présence du président américain Joe Biden, la vice-présidente Kamala Harris et l'ancien président américain Donald Trump. Voilà, c'est tout pour ce journal. Je vous retrouve demain, toujours à la même heure et avec le même plaisir. D'ici là, bonne suite de programmes sur Mondico TV. Une pensée en écrit. Bonsoir chez vous.